avec Fukushima, le catastrophe de centrale nucléaire. Et c'est à ce moment-là, à Tokyo aussi, ça bougeait. C'était, bon, c'est une minute, mais très fort. Tremblement de terre, très fort. Ça bougeait partout. Mais à Tokyo, pas beaucoup de morts. 2 ou 3, je crois, oui. À cause de plafond qui était tombé sur quelqu'un. C'est ça, je crois, oui. À part ça, mais enfin, aussi, à côté de la mer, il y avait le gisement de gisement de terre, c'est-à-dire Un glissement de terrain, non? non, pas glissement de terrain, mais c'est la terre devient sableux, comme du sable, Ah, à cause des de sables gisement. mouvements? Sable mouvement, ça. Oui, c'est le sable, c'est le gisement de l'eau de mer provoque la terre comme une liquéfaction, une sorte. La terre devient liquide, ok. Et du coup, les gens Voilà. se sont enfoncés, c'est ça? Les gens se sont enfoncés? Vers le nord, pas à Tokyo, oui, pas à D'accord, Tokyo. ok. Ça Hmm. fait comme ce qu'on appelle des sables mouvants. C'est des sables où on Sable s'enfonce. mouvant, voilà. À Tokyo, oui, sable mouvant. D'accord. Sable mouvant, oui, ça a été, oui. Et la maison inclinée, quoi. Des maisons. Des maisons inclinées, oui. Les maisons s'inclinaient? Inclinées, oui. Elles bougeaient, c'est ça, De, elles penchaient. de liquéfaction, oui. Ah, ok, en fait. Donc, en fait, je dirais un glissement de terrain parce qu'effectivement, la terre est devenue liquide et ça a fait, en Oui, fait, s'écrouler les maisons ou pencher les maisons. oui, D'accord, oui. d'accord, ok. Ok, alors on part sur les inondations, sur une grosse inondation. Euh, Maïta, tu veux commencer ou est-ce que vous voulez que je commence? C'est moi qui démarre. Oui, je La crois. pluie. Avec l'inondation? Ouais, ok. Avec l'inondation? OK. Alors, On pourrait commencer comme ça. La pluie n'arrêtait plus de tomber. Et je te laisse continuer. en, en regardant par la fenêtre, j'ai vu que le ciel était complètement noir Ok. et que le vent faisait quoi? Que le vent faisait bouger les arbres, quoi. Et que le vent faisait pencher, on peut dire pencher, non? Ah oui, pencher les arbres. Mhm. Les arbres dans tous les sens. Bon. Alors que le vent secouait. Parce que si tu rajoutes dans OK, tous les sens, que le vent OK. secouait les arbres dans tous les sens. Non, c'est quoi? L'imparfait? Oui, pardon. J'étais sur l'infinitif, moi, et que le vent Ah secouait oui, les oui. arbres dans tous les sens. J'ai vu que le ciel était complètement noir et que le vent secouait les arbres dans tous les sens. Ah bon. Quelqu'un d'autre? Déjà? Ok. Alors, Marion? Oui, et, un orage éclatait avec Un orage. un orage Alors, on choisit passé simple ou passé composé? On reste un orage A éclate. éclata. Ah, ok. Bon, alors, Oui, comme vous voulez, parce que c'est littéraire, on choisit le passé simple. ouais, mais ça va être un peu compliqué, peut-être. Éclata On peut proposer. avec des éclairs énormes et des tonnerres bruyantes. Alors, un orage A éclata avec?
avec des éclairs énormes, ou des énormes éclairs. Alors, avec d'énormes éclairs. Mhm. Parce que je vous rappelle, si vous mettez l'adjectif devant, le D devient de. Oui, Avec d'énormes éclairs et des tonnerres bruyantes. Alors, des coups de tonnerre. Comment? Des coups de tonnerre Des coups de tonnerre bruyants. Mhm. bruyants. Là, on a l'impression que c'est l'apocalypse déjà. Alors, j'ai mis l'imparfait, j'ai mis le passé aussi ici. En regardant par la fenêtre, je vis que le ciel était complet. On va essayer. On peut s'amuser à essayer de faire un vrai récit, un orage. Alors, c'est pas dit que j'arrive à tout. Si vous me trouvez des verbes un peu alambiqués, est-ce que je vais. Bon, je vais mettre mon bécherel à côté de moi. Et des coups de tonnerre bruyants. OK? Autre chose, Marion? Une autre phrase? Oui, peut-être on peut aussi, pour retourner à la pluie, et la pluie, était tellement violente et Alors, si tu étais tellement violente, il me faut un que. Parce que du coup, tu as créé une conséquence. la pluie était tellement violente qu'on avait l'impression qu'elle ressemblait à une cascade, à une grande cascade. Aux chutes du Niagara, qu'elle ressemble. Oui. Ou d'Iguassou, qu'elle ressemblait. La pluie était tellement violente que l'on avait. Alors, ça fait beaucoup peut-être que l'on avait l'impression qu'elle ressemblait. Parce que du coup, c'est comme si on avait l'impression, elle ressemblait. C'est presque comme si on disait deux fois la même chose. Ah, d'accord. Donc, on peut on peut dire qu'on avait l'impression de voir. La Ou pluie était de voir tellement une grande cascade. violente. euh, C'est pour que ce soit un peu plus stylistique, parce que qu'on avait l'impression qu'elle ressemblait. Euh, on pourrait, en fait, non, on pourrait juste dire qu'elle ressemblait. Ça suffirait. violente qu'elle ressemblait à une grande cascade. Parce que quand on avait l'impression qu'elle, c'est voilà. Ou qu'on avait, si tu veux faire une image plus poétique, qu'on avait l'impression d'être sous les chutes du Niagara. Ou, Peut-être c'est une nouvelle phrase. Une grande cascade, comme les chutes, presque comme les chutes de Niagara. ça m'a rappelé, là tu pourrais dire, ça m'a rappelé un truc comme ça. J'avais l'impression, là tu pourrais le mettre à la limite, parce qu'on a oublié le jeu. J'avais l'impression de visiter une seconde fois les chutes du Niagara. Ok, c'est pas mal. J'avais l'impression de visiter une seconde fois. Alors c'est même pas visiter, c'est vous savez quand on va en dessous. Enfin moi j'y suis passée en dessous où ça tombe vraiment. Enfin en dessous. Vous allez sur le côté, il faut pas exagérer. Oui. J'ai vu ça, il y a la chute de Rhin en Suisse, à Schaffhausen. La chute de Rhin, c'est un peu... Du Rhin. Les Niagara sont plus violents, je pense. Moi j'ai vu Iguassou en Argentine, j'ai vu Niagara, Iguassou et Iguassou c'est 10 fois plus impressionnant encore. D'accord. Mais j'ai pas été en dessous. Alors que Niagara, j'étais descendue. La pluie était tellement violente qu'elle ressemblait à une grande cascade. J'avais l'impression de visiter une seconde fois les chutes du Niagara. Ok, mes assistantes, pas d'erreur là? Non, je crois que j'ai C'est bon. Ouais. Ok, on continue, Sandra. Les rues étaient devenues
comme les fleuves. Ah, en fait, tu peux dire étaient devenus des fleuves. Des fleuves, ok. Ouais. Ok, étaient devenus des fleuves et on pouvait voir les voitures qui flottaient, euh, les voitures flottant. euh, Ah, tu veux utiliser le participe présent? peut-être. Euh, Comme des barques? Comme des barques, des bateaux, oui. Ouais. Ouais, on peut utiliser le participe présent. Les rues étaient devenues des fleuves et on pouvait voir les voitures flottant comme des barques. Devant les maisons, la maison, je ne sais pas. Devant la fenêtre, Ah, là, tu veux le mettre au début? peut-être. Ah, ouais, mais alors ça ferait bizarre. Ah, bah, on pouvait voir derrière nos fenêtres, à l'abri derrière notre fenêtre, non? Ok. À l'abri derrière notre. Enfin, c'était je pouvais. On pourrait peut-être garder le jeu et je pouvais voir Ok, c'est le à premier. l'abri. Ah oui, il y a un jeu. Ok, c'est bon, oui. On a une narratrice ou un narrateur. Oui, ok, nous Et avons je un. pouvais voir à l'abri derrière ma fenêtre les voitures flottant comme des barques. Oh, ça devient poétique. Comme le Titanic, des voitures flottant comme le Titanic. Tania a quelque chose à Ah, j'ai pas vu parce que j'avais pas mis le chat, pardon. Attendez, je vais mettre cette phrase devant celle de Sandra. Alors, attends, je vais copier. Après le Niagara, donc. Puis le sol, saturé d'eau, cessa d'absorber. OK. L'eau monta en silence jusqu'au marchepied des portes, puis jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. Ouais. Rez-de-chaussée, ouais, on met les tirets, parfait. Marchepied, en fait, je pense que tu veux dire je sais pas si je dirais marchepied, parce que le perron, je pense que tu veux dire le perron en fait. Parce qu'un marchepied, c'est plus comme un escabeau. Je sais pas si on peut l'utiliser. Je pense que tu veux dire perron. C'est jusqu'au perron des portes. Le perron, en fait, c'est l'entrée de la maison, l'entrée des maisons. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire, Tania. Parce que marchepied, c'est plus un petit escabeau pour monter en haut, pour monter quelque part. Le perron, c'est voilà, petit escalier extérieur se terminant par une plateforme et donnant accès à la porte principale d'une maison. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Donc, puis le sol, saturé d'eau, c'est ça d'absorber. L'eau monta en silence. En silence, on vient de dire qu'il y avait du tonnerre bruyant et tout ça. Mais bon, l'eau, en tout cas, elle monte en silence. L'eau, elle peut monter en silence. Jusqu'au perron des portes. Chut. Oui, tu veux participer, toi aussi. Puis, puis jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. Ok, là, c'est bien. Et donc, du coup, c'est bien parce qu'on peut remettre la fenêtre. Les rues étaient devenues des fleuves et je pouvais voir à l'abri derrière ma fenêtre. Alors, on ne sait pas si elle est encore à l'abri, hein, parce que si l'eau elle est en train de monter jusqu'à la fenêtre, les voitures flottant. Ah, on remarque qu'on pourrait dire et je pouvais voir les voitures flottant devant ma fenêtre. Pour le coup, puisque comme Tania nous a fait monter, le niveau de l'eau au niveau de la fenêtre. Et je pouvais voir les voitures flottant comme des barques derrière ma fenêtre. Ok. Autre chose, Sandra? Non, mais je veux demander, derrière ma fenêtre, alors ça veut dire ce qui est dehors, c'est derrière, c'est différent en anglais. Alors, derrière la fenêtre, c'est ce qu'on voit. Oui. Ok, merci. Toi, tu voulais dire à l'extérieur, c'est ça? À Oui, l'extérieur. c'est ça. Ouais. Non, je peux laisser à Akira. Ok. Après, vous revenez, hein, on peut faire plusieurs tours. Hein.
Akira. T'as pas mis ton micro? Pardon, pardon. Alors, à la télé, on annonce... Alors, on a mis le passé. À la télé, on annonce ça. Mhm. ah oui, à la télé, on annonce ça, la, euh, la pluie qui va durer... la pluie qui va durer. Bon, la pluie durera... Oh là là, on annonce ça, que la pluie... Ah, intéressant. Oh là là, concordance du temps. Hmm, Quel à la temps, télé, quel temps est-ce ça, qu'on utilise quand on commence par le passé pour exprimer le futur, ce qu'on appelle le futur dans le imparfait, passé? Non, on tomberait, la pluie tomberait, conditionnel, parfait. que la pluie tomberait euh, encore 2 heures, Que la pluie qui tomberait encore pendant 2 heures. euh, pendant 2 heures, euh, 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 provoquant la montée des eaux de la rivière, non, pas de la rivière, provoquer la montée d'eau, provoquer la montée d'eau de la fleuve, euh, euh, encore 1 mètre. Encore quoi? Encore 1 mètre. Provoquant la montée des eaux du fleuve, D'encore. encore 1 mètre. Ouais. Ah bah, 1 mètre, c'est trop. 50 centimètres, quoi. Encore, ah oui, hein. Encore 1 mètre, ça va, oui, encore 1 mètre. Ah bah oui, on a une inondation, hein, donc on peut y aller, hein. 1 mètre. Alors, Oui. alors on va mettre, on est dans un registre soutenu, donc on va dire à la télévision, Ah, d'accord. on annonça que la pluie tomberait encore pendant 2 heures. Alors on a mis encore 2 fois. Oui. Alors on va dire continuerait à tomber Continuerait à pour tomber. pour éviter le encore. Ouais. Continuerait à tomber pendant. Ah oui, d'accord. Parce que Tomber sinon ça fait encore. encore 2 fois. Mhm. On D'accord. annonça que la pluie continuerait à tomber pendant 2 heures, provoquant la montée des eaux du fleuve. Euh, Alors ça fait bizarre. D'un mètre. On annonça Du que la fleuve. pluie continuerait à tomber 2 heures. On va faire un peu plus poétique. Continuerait à tomber 2 heures durant. Un peu plus littéraire Ah, que pendant 2 heures. 2 heures durant. Euh, Provoquant la montée. Provoquant une. Alors en fait, au lieu de dire encore, on pourrait dire provoquant une nouvelle. Ou comment est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez le droit de m'aider, hein. Provo- provoquant, provoquant la montée, com- la montée d'eau du fleuve de, de plus d'1 mètre, non? Provoquant Non, c'est pas encore, mais c'est pas. Oui, c'est la télévision. On a ça que la pluie continue à tomber durant, durant En fait, 2 heures. ce que je ferais éventuellement, c'est que j'arrêterais la phrase. À la télévision, on annonça que la pluie continuera à tomber 2 heures durant. Cela provoquerait Oui, une nouvelle montée. Euh, alors, comment est-ce qu'on pourrait dire cela? Euh, le fleuve ça qui va avait monter. Les crues ou... la crue, ouais, la crue d'encore d'un mètre supplémentaire. Cela augmenterait peut-être. Euh, ouais, cela augmenterait la crue.
Parce que ça fait bizarre une nouvelle montée des eaux du fleuve. La crue, c'est plus clair. Cela augmenterait Oui. la crue d'un mètre supplémentaire. Ah, Mais j'hésite avec mon... très bien, très bien. Cela Merci. augmenterait C'est quoi la crue? Sébastien, c'est quoi la crue? La Je crue, ne connais c'est... pas. La crue, c'est La crue, ouais, débordement? C'est débordement, non? La crue, Ah, c'est ok. quand le fleuve, on dit aussi le fleuve sort de son lit. C'est Oui. l'inondation. Inondation. Ah, ok. En fait, la crue des eaux, ça veut dire la montée des eaux. Oui, la montée des eaux, oui. Alors, tiens, dans la définition, ils mettent élévation du niveau dans un cours d'eau. Cela augmenterait la crue, donc cela augmenterait la montée des eaux d'un mètre supplémentaire. D'accord. Je pense qu'on peut dire comme ça, parce que ce serait peut-être plus simple. Très bien, merci. Oui. Et j'ai gardé en fait le conditionnel parce que c'est comme si on annonça que la pluie continuera à tomber. C'est comme si je continuais, hein. Et que cela, en fait, le mieux ce serait que je mette et qu'on annonça que la pluie continuerait à tomber 2 heures durant et que cela augmenterait la crue d'un mètre environ. Mais cette phrase, elle me plaît pas tellement. Je vais essayer de voir si je peux pas la dire autrement. Parce que cela élèverait le niveau de l'eau d'un mètre. On pourrait dire aussi, cela augmenterait la crue d'un mètre supplémentaire. Cela ferait augmenter le niveau de la crue d'un mètre. Ah, c'est peut-être mieux. Cela ferait augmenter le niveau de la crue d'un mètre. Ouais, je pense que c'est mieux. Cela ferait augmenter. Ça change pas grand-chose. De toute façon. Que cela ferait augmenter le niveau de la crue d'un mètre. Ok. Joanne? Tout à coup, j'ai entendu un grand... Donc, On rentre un peu dans le vif du sujet. Ok, on n'est plus dans la description. Tout d'un coup, ok. j'ai entendu un grand coup de tonnerre. Ok. Et une seconde plus tard, j'ai vu une grande éclair et il n'y a plus de télé, de lumière dans mon salon. Ok. Alors, j'ai gardé le passé simple, hein. Tout à coup, j'entends D'accord. OK. un grand coup de tonnerre et je vis, t'as dit un éclair, c'est ça? Oui. Un éclair, on peut dire un éclair jaillir. Jaillir, c'est quoi? Jaillir. Oh, OK. Ça, jaillir. Tu sais, D'accord. comme un geyser. OK. Et je vis un éclair jaillir. L'éclair, je sais plus, tu avais dit quelque chose sur l'éclair? Après une seule seconde, quelque chose comme ça. Alors, ouais, comme on est dans le récit, on dit une seconde plus tard. Mhm. Oh non, l'éclair apparaît une seconde plus tard. Ah, je vis jaillir un éclair une seconde plus tard. Mhm. Donc c'est prêt à nous. À côté, accroché, tu veux dire. OK, d'accord. Parce qu'en fait, on dit après une seconde quand on est dans un récit au présent, mais quand on est dans un récit au passé, on va dire une seconde plus tard, une heure plus tard. D'accord. OK. Et maintenant, il n'y a plus de télé ni de lumière dans mon salon. Alors, tout d'un coup, j'entendis un grand coup de tonnerre et je vis un éclair jaillir une seconde plus tard. S'il te plaît, logiquement, c'est le contraire. C'est l'éclair après le tonnerre. Le tonnerre, c'est bien après. Ah oui. La lumière C'est vrai. devient avant. Je vous laisse faire la logique scientifique. C'est vrai. Il a raison. Alors, il faut que j'inverse. C'est vrai. On va faire un coupé, hop, et un collé. Alors, il faut que je mette aussi une seconde plus tard, du coup.
Ah, on peut peut-être laisser. Je vis un éclair jaillir. Point. Une seconde plus tard. On pourrait dire à peine une seconde plus tard, parce qu'en fait, tu veux insister sur le fait que c'est très rapproché. Oui. À peine. À peine une seconde plus tard, j'entendis un grand coup de tonnerre. 2 points. Là, on pourrait mettre 2 points. Plus de télé. Plus d'électricité. Et donc, faut pas dire plus, hein, faut bien dire plus. Ça veut dire 0. Électricité. Et plus de connexion avec le monde. Ah, on pourrait dire j'étais totalement enfin oui, plutôt oui, on peut laisser. Plus d'électricité, plus aucune connexion avec le reste du monde. Et là, si tu veux être très mélodramatique, j'étais seul au monde. J'étais complètement isolé. Ok, tout d'un coup, je vis un éclair jaillir. À peine une seconde plus tard, j'entendis un grand coup de tonnerre. Plus de télévision, plus d'électricité, plus aucune connexion avec le monde. Ok. Est-ce qu'il y a un et, tout à coup, et je vis ou pas de et? Ah non, c'est parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de l'enlever quand on a changé Ok. la... D'accord. C'est quand j'ai fait le copier-coller. Et, Ok. On continue. Alors, je vois qu'il y a... Hop, pardon, j'ai fait une bêtise. Je vous donne la parole, Marion et Maïda. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé, qui veut essayer peut-être, dans la majorité silencieuse? Non, vous nous écoutez? Mince, excusez-moi, j'arrête pas de faire des bêtises avec mon écran. Bon, n'hésitez pas à lever la main, ceux qui nous écoutent, si vous voulez participer ou si vous avez une question. Marion. J'avais peur. J'avais peur. Et une inquiétude terrible me saisit. Je ne mettrai pas « et » pour que ce soit un peu plus Ah, d'accord. dramatique. Une inquiétude terrible Me saisit, ok. me saisit. J'habitais, si on reste dans, j'habitais au rez-de-chaussée. Ah ouais, alors je sais plus parce qu'au début, on va essayer, on a dit, on est dans une maison, j'ai l'impression, non? Parce que Oui, en regardant par la fenêtre. on avait dit jusqu'au perron, jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. Et il y a un perron. Marc, un perron, il peut y en avoir un dans un immeuble. Non, non, ça marche. J'habitais. Oui, peut-être c'est le perron en face. Oui. J'habitais au rez-de-chaussée. Et je vis le dégât de tout, comment on dit, de tous mes meubles, mes vêtements, toutes les choses dans mon appartement. Elle imagine ou il ou elle imagine ou... J'habitais au rez-de-chaussée et j'imaginais le dégât. déjà, J'imaginais les dégâts. J'imaginais déjà. Ouais, on pourrait dire déjà. Déjà. Les dégâts. Alors, faudrait remettre un conditionnel, les dégâts que pourrait provoquer, que provoquerait le... Ou je sais pas ce que tu veux mettre, les dégâts. Moi, je voulais dire que j'avais peur que tous mes inventaires, les meubles, les vêtements, toutes les choses de l'appartement seraient détruites. J'avais peur que ce soit subjonctif. Soit détruites. J'étais au rez-de-chaussée, j'imaginais déjà les futurs dégâts. Les futurs dégâts, oui.
Et alors là, ok, tu veux décrire donc 2 points. Mes vêtements. mes vêtements, mes meubles, On peut mettre des adjectifs peut-être. Mes vêtements souillés, non? oui, mes jolis meubles, Mes jolis meubles, ok. mes précieux, Mais mes Euh, jolis meubles, ils deviennent quoi? Détruits? Non? Détruits? oui, détruits. Hmm. Peut-être un peu mes vêtements souillés qui flottent dans l'eau, flottant dans l'eau. Mhm. Peut-être un peu aussi parce que ce sont les vêtements qui flottent. Flottant dans l'eau boueuse, non? Dans l'eau boueuse? Mhm. Je m'imaginais devant le rien, Je m'imaginais devant devant le rien. le rien? Sans rien, tu veux dire, c'est ça? Je cherche le mot. J'habitais au rez-de-chaussée et j'imaginais déjà les futurs dégâts. Mes vêtements souillés flottant dans l'eau boueuse, mes jolis meubles. Avant rien, peut-être, je ne sais pas. Si en allemand, il y a une expression comme ça, je me sens comme être devant le rien, avant rien. Ça veut dire je n'ai rien, je n'ai plus rien. Mais attends, Non, Mais alors, en fait, t'as arrêté la phrase. On arrête là, après les meubles? oui, peut-être. Trois petits points. Parce que moi, je voulais quand même finir. Ah, j'imagine d'être confronté au néant. Ok. Mais alors, tu le mets où? Parce que tu m'as dit j'habitais au rez-de-chaussée et j'imaginais déjà les futurs dégâts. Oui, après les points. Ah, ok. Je m'imaginais confronté au néant. Je m'imaginais confronté au néant. Ok, très poétique, là. On fait comme si c'était une femme, hein, on va mettre au féminin. Je m'imaginais confronté au néant. Ok, ça va? J'ai rien oublié? Donc une inquiétude. Alors, Bon, j'avais peur, une inquiétude terrible me saisit. J'habitais au rez-de-chaussée et j'imaginais déjà les futurs dégâts. Mes vêtements souillés flottant dans l'eau boueuse, mes jolis meubles détruits. Je m'imaginais confronté au néant. Ok. Ok. Ok, parfait. J'ai Maïda. Je ne sais pas comment le dire, mais puis un cauchemar ou puis une catastrophe, l'eau commença à entrer dans la maison. Ah, puis le cauchemar Et commença, non? Puis le cauchemar commença? oui, Ou alors, comment ça? Ok. en fait, Et l'eau, pardon, vu ce que vient de dire Marion, j'imaginais, on peut même dire, puis le cauchemar prit forme, devint réalité. Parce que, oui, oui, alors, c'est ça, ok. c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Puis le Alors, cauchemar l'eau, devint réalité. Prit forme et devint réalité. Ok. l'eau entra dans la maison. L'eau pénétra, on va mettre dans la maison. Pénétra, ok. C'est plus poétique. Elle était froide et sale. Ok. Froide ou glacée? Est-ce qu'on Et, intensifie un petit peu? ok. Non, comme tu veux, hein. Froide, elle était froide et sale, Et ok. sale. Et nous, c'est quoi le passé simple de devoir? Nous, avec nous, Avec nous, oui. nous dûmes. Nous dûmes, c'est bon ça, nous dûmes monter sur le toit pour attendre les secours.
pour attendre les secours. Ah, on a introduit un nouveau personnage parce qu'on est passé de jeu à nous. Ou des nouveaux personnages. Parce que comme on a dit qu'elle était seule au monde, à un moment, non, on a dit quoi enfin, déconnectée du monde, en fait. On ne sait pas, finalement, si la personne, elle est toute seule. On ne sait pas. Elle peut être avec ses chats ou ses chiens. Oui, s'il te plaît, Mais- Sébastien, bon, pas dans la maison parce que déjà les vêtements, tout est détruit, donc il faut être ajouté pénétra au premier étage. Sinon, c'est pas logique. Alors, Non, cette imagination. Ah bon? Les vêtements souillés, c'est dans la tête, l'esprit de la personne. ah oui, ça, c'est pas encore réalisé, elle imagine, là. Ah bon? Et le nous, Ah, peut-être, futur c'est, dégât. Ah, d'accord. et le nous, c'est Futur peut-être dégât. tous les habitants de l'immeuble. Ah Pas- oui, en fait, on va pas dire la maison, alors l'eau, comment Ah, ok. pénétrera dans l'immeuble, non? Ouais, alors tout le Dans monde, mon appartement, non? Dans mon appartement. Puisqu'elle est au rez-de-chaussée. ouais. Et c'est nous, c'est tous les voisins. Ah, nous dûmes tous. Ok. Nous dûmes tous, peut-être. Alors non, ça fait bizarre, nous dûmes tous. Nous dûmes monter sur le toit. Elle était froide et sale. On pourrait rajouter tous les habitants de l'immeuble étaient paniqués. Tous les habitants de l'immeuble couraient dans tous les sens. Tous les habitants de l'immeuble couraient dans tous les sens. Et nous dûmes monter sur le toit pour attendre les secours. Puis le cauchemar prit forme et devint réalité. L'eau pénétra dans mon appartement, elle était froide et sale, tous les habitants de l'immeuble couraient dans tous les sens. Nous dûmes monter sur le toit pour attendre les secours. Ok. Le vent soufflait fort et j'avais peur de tomber. Ok, attends, je vais... Oh, pardon, là j'ai juste... courait, c'est avec un seul R parce que c'est pas un conditionnel. Ici, c'est un imparfait. Tous les habitants de l'immeuble couraient dans tous les sens. Ok. Vous connaissez une expression qui est pas très jolie, mais enfin, il y a un vent à décorner tout... Alors on dit soit tous les taureaux, soit tous les cocus du village. Non. Vous connaissez pas? Non. C'est pas très joli. Quand on veut dire que le vent est très violent, on dit il y a un vent à décorner. Parce que vous savez, on dit que les personnes qui sont cocues, elles ont des cornes. Alors, normalement, l'origine de l'expression, c'était il y a un vent à décorner tous les taureaux. Mais c'est devenu il y a un vent à décorner tous les cocus du village. Mais là, ce serait pas très joli parce qu'on a choisi un style plus... Donc, tu avais dit quoi? Le vent était d'une violence inouïe, non? Ou on pourrait utiliser aussi, comme on avait fait tout à l'heure, ah, ça y est, j'ai perdu. On avait dit et tellement que, on pourrait utiliser le vent était si, non? Violent. Et tu avais dit quoi, Maïda? Que je n'arrivais pas à tenir debout? Ah, soufflait fort. Ah, ok. Le vent soufflait si fort, ouais. Que, Et j'avais peur de tomber. ok. Que j'avais peur. On avait déjà mis j'ai peur, je crois, non? Quelque part. Que je craignais. Ok. Parce qu'on a déjà mis j'avais peur. Oui, oui. Que je craignais de tomber. Mhm. Ok. Alors, on continue, on est sur le toit, du coup, ou on est en train de monter sur le toit, Johan? Est-ce que je peux ajouter quelque chose après elle était froide et sale? Ok. Comme il faut faire quelque chose, j'ai mis mes bottes et des grands sacs en plastique. Ah, je mis mes bottes.
Et les grands sacs, tu les mets sur toi, c'est ça? Non, pour ramasser mes choses. Ah, je mis Plus mes bottes et pris, ok. De grands sacs plastiques. Mhm. Pour ramasser, non? Mhm. Toutes mes choses précieuses. Ouais, ou tu peux dire pour emporter avec moi. Je pensais à mettre les choses sur une table ou en haut des plafonds. Ah, sur les étagères en hauteur, sur les étagères. Oui. Alors, d'abord, je mis mes bottes et pris de grands sacs plastiques. Mais en fait, elle les emmène ou elle les met en hauteur? Les mis en hauteur. D'accord. Alors, je mis. C'est pour protéger, oui. Oui. Donc, je mis des bottes, on va dire. Je mis mes bottes. Non, je mis mes bottes. Et pris de grands sacs plastiques afin d'y mettre tous mes objets de valeur, c'est ça? Oui. Mhm. Tous mes objets de valeur. Puis, je posais, c'est ça? Ces sacs Oui. D'accord. Oui. en hauteur. Parfait. Merci. Donc, alors du coup, ça fait 2 fois mètre. J'enfilais mes bottes. J'enfilais mes bottes. J'ai enfilé mes bottes, j'enfilais mes bottes. Et pris de grands sacs en plastique afin d'y mettre tous mes objets de valeur, puis je posais ces sacs en hauteur. Et peut-être il faut quelque chose comme j'ai regardé par la fenêtre et tous les habitants de l'immeuble, etc. Pour Mais une pourquoi connexion. ces sacs? C'est... Ah oui, pardon, oui. Ok, ok. Il faut faire tu veux dire une transition, Joanne, entre Oui. la phrase suivante? Oui. Peut-être au moment. Oui, mais comment est-ce qu'elle peut voir de sa fenêtre? Parce qu'en fait, elle est dans son appartement et les autres sont dans le couloir. Elle entend quelque chose. Elle entend les bottes sur les bas plafonds. Attend les habitants plus que les voir. Ah, ok. Mhm. J'entendis un vacarme Oui, c'est ça. assourdissant. J'ouvris. Et là, on peut dire que du coup, elle va regarder. J'ouvris la porte. Si elle peut. Non, mais Peut-être. c'est de son appartement. Oui, mais s'il y a trop d'eau, c'est peut-être difficile d'ouvrir la porte. Ah, ok. Alors, on va dire qu'elle regarde à l'œil. Je ne sais pas. Je regardais. Comment ça s'appelle à l'œil? Comment ce truc, l'œil Dans quoi? la porte, L'œil de la porte, je crois qu'on dit, non? peut-être. Vous savez, cette espèce de truc rond. Ouais. Le Judas. Ah oui, oui. Mhm. Mais si on ne peut plus ouvrir la porte, on ne peut pas monter sur le toit. C'est vrai. Donc, peut-être il faut distinguer. Il y a une porte d'entrée pour tous les meubles Mhm. et il y a la porte de l'appartement au rez-de-chaussée. Ok. Donc, je tentais d'ouvrir la porte. Peut-être elle est assez forte pour l'ouvrir. C'est avec effort. Je tentais d'ouvrir la porte. On peut dire qu'elle y met de la force. Alors, je tentais d'ouvrir la porte. Au bout de quelques secondes, elle céda. J'y parvins. Mhm. L'eau s'engouffra.
et là voilà, on peut dire tous tous les habitants de l'immeuble couraient dans tous les sens. Nous dûmes monter sur le toit pour attendre les secours. Le vent soufflait si fort que je craignais de tomber. Alors j'espère que l'immeuble, on n'a pas dit s'il était très haut. Parce qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur, normalement. Il n'y a plus d'électricité, on a dit, de toute façon, je crois. Donc il n'y a pas d'ascenseur. Oh, il n'y a pas Ah, oui. d'ascenseur si on n'a pas d'électricité. Alors, ça donne, j'enfilai mes bottes et pris de grands sacs en plastique afin d'y mettre tous mes objets de valeur, puis je posai ces sacs en hauteur. J'entendis... Ah, on peut essayer de faire un truc un petit peu mieux, là. Au moment où je posais ces sacs en hauteur, j'entendis... Au moment où j'étais en train de poser ces sacs en hauteur, j'entendis un vacarme assourdissant. Je tentais d'ouvrir la porte. Au bout de quelques secondes, j'y parvins. L'eau s'engouffra. Ok. On finit avec Marion et Akira. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'ai oublié de baisser la main. Mais... Ah, ok. Non. Akira, alors? Oui, juste une chose, deux choses. Troisième ligne, tu as oublié le mot tout. Troisième ligne en haut, tout au début. Là? Non, première page, tout Ah, en ok. haut. Première page, tout en haut, tu as oublié le mot dans tous les sens. Ah oui, dans Oui. tous les sens. Mhm. Tous les sens. Et deuxième, je voudrais poser une question sur le on. Ici, la plupart du temps, on a utilisé le je, nous. Quand on parle de la télévision, j'ai utilisé le mot on. Et c'est pas maladroit, non? Par exemple, par la télévision, j'apprends que non. Il vaut mieux éviter non. On, c'est maladroit ou pas? Non, Par exemple. mais comme on a dit qu'on utilisait un récit un peu plus soutenu, ça fait un peu mieux de pas... Non, mais... Ah, ici, là, ici? Oui, le on. C'est Ah pas non, gênant? non, là, c'est pas gênant parce qu'en fait, à la télévision, D'accord. on s'en fiche de savoir qui annonce. C'est les informations, en fait. Donc là, non, c'est pas gênant. D'accord. Merci. Non, c'est juste ici, parce que ici, en fait, finalement, c'est pas intéressant de savoir qui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir. On aurait pu transformer à la télévision. D'accord. Ouais, non. Oui, ça Ouais. va. Non, Oui, là, ça va. c'est pas choquant parce que on sait pas qui c'est, en fait, et on s'en fiche à la limite. D'accord, merci. Alors, Amel, elle m'a corrigé une faute, je pense, c'est ça, non? Euh, et des coups de tonnerre. Ici? Oui, bonjour. Oui, des coups de tonnerre, c'est pluriel, non? Bruyant. Ici? Oui. Oui? Ouais. Ah, le tonnerre? Non, c'est un coup de tonnerre, en fait. Parce qu'en fait, on dit pas les tonnerres, on dit toujours le tonnerre. Oh, d'accord. Et par merci. contre, c'est des coups de tonnerre, et c'est les coups qui sont bruyants. Ouais, non, on dit jamais les tonnerres. On dit des coups de tonnerre. Alors, je vais prendre pour finir Tania, je viens de voir, qui nous a fait une conclusion. La pluie, elle nous a fait la fin. La pluie, c'est ça. Il ne restait qu'une pleine eau brune immobile, réflexion d'une ville qui n'attendait plus qu'une chose, le retrait lent et obstiné de la crue et le retour des pas. Oh là là. La chute poétique. La pluie, alors on pourrait dire la pluie, c'est ça enfin. Donc en fait, ils sont sur les toits, les pauvres, et personne vient les sauver. Il ne restait qu'une plaine. Alors plaine, attention parce que je sais pas, tu me parles de la plaine ou l'adjectif plein? Immobile, réflexion d'une ville qui n'attendait plus qu'une chose. Donc là, ça va. Le retrait lent et obstiné de la crue et le retour des pas sur le trottoir. Ok. C'est juste ici où j'ai du mal à comprendre. Il ne restait
il ne restait plus que l'eau. Ouais, parce que pleine, là, j'avoue, je comprends pas. Il ne restait que l'eau brune, monochromatique, oh là là. Monochromatique. Peut-être placide, l'eau placide. Ah, calme en fait. Placide. Peut-être, C'est ça oui. Ah, LED. Ok, LED. Ok. Il ne restait que l'eau brune, immobile, LED. Ok. Mhm. Il ne restait que l'eau dans toute sa laideur. Alors, ce serait très poétique, dans toute sa laideur. Alors, on va laisser le brune ici. Brune et immobile. Dans toute sa laideur. Si on laisse LED, il ne restait que l'eau brune et immobile dans toute sa laideur. Réflexion d'une ville qui n'attendait plus qu'une chose. Ah, réflexion, miroir. Alors miroir, je pense plutôt. Parce que réflexion, on a l'impression que c'est pas le reflet. Tu vas dire reflet, je pense. Reflet, miroir ou reflet. Reflet. Parce que réflexion, c'est plutôt la réflexion, l'intelligence. Reflet d'une ville qui n'attendait plus qu'une chose, le retrait lent et obstiné de la crue et le retour des pas sur le trottoir. Ok, parfait. Bah, c'est On pas aurait mal. pu ajouter avant la fin aussi un peu de dynamique de groupe sur le toit. Ah oui, on a. Alors, je vous le partage, si vous voulez le relire à la maison et l'améliorer. Tu peux le mettre sur Telegram. Ouais, ok, ça marche. Je le mettrai, du coup, je le mettrai après. Okay. Mais je le mets quand même là parce que des fois, il y en a qui sont pas forcément sur Telegram, comme ça, il y aura les deux possibilités. Hop. Bon, j'ai laissé la consigne que finalement, on n'a pas trop respectée, mais c'est pas grave. Il faut savoir s'adapter. Voilà. Ok, et je le mettrai également sur Telegram. Ok. Bah, merci à vous. Et maintenant, excusez-moi pour le retard, c'est l'atelier, c'est le salon littéraire qui commence. Donc, juste le temps que je mette mon casque, parce que je vais enregistrer, en espérant que cette fois-ci, j'arrive à le mettre du premier coup. Alors, tac, tac, tac. Je pense que ça marche pas. Mes documents. Alors, juste le temps que j'ouvre mes petits documents. Et voilà. Ah. Alors, je démarre l'enregistrement. Vous m'entendez? C'est bon? J'aime bien parce que je vois toutes les têtes qui font ça. Recording in progress. Cette semaine, nous allons lire, je ne sais pas si Olga est là, parce que c'était une demande d'Olga. Oui, elle est là. Oui. Ok, bah super, ça tombe bien. Un extrait, donc j'ai pas pris un extrait, j'ai pris le début du roman d'Alexandre Dumas, Ascanio. Donc on va lire un extrait de ce roman. J'imagine que vous savez qui est Alexandre Dumas. En général, est-ce que vous avez déjà lu du Alexandre Dumas les uns ou les autres, les unes ou les autres? Je pense que c'est une des grandes familles. Je dirais, Sébastien, c'est la fierté de France. C'est la fierté de France. Une des fiertés de la France, ok. À mon avis, c'est une auteure si tellement variée. Et bien sûr, ce n'est pas seulement historique, puisque je sais que beaucoup des historiennes accusent Dumas de misinterpréter des faits, mais quand on lit les romans si tellement amusantes, tellement intéressantes, on ne pense pas. Bien sûr, il était emblématique par son roman Les Trois Mousquetaires. Un pour tout, le débit, un pour tout, tous pour un. Un pour tous, pour tous, oui, bien sûr, pour tous.
est arrivé de cet roman. L'héritage littéraire, bien sûr, c'est Ascanio. Je pense que c'est mon roman préférable puisque c'est l'histoire préférée puisque c'est l'histoire de la Renaissance, c'est le séjour de Benvenuto Cellini, un sculpteur extraordinaire italien avec le tempérament, avec le caractère complètement volcanique en France. Comme Léonard de Vinci, il était invité par François Ier de visiter France et de créer sa chef-d'œuvre. Ce roman s'appelle Ascanio, c'est son élève préféré. J'ai lu que c'est aussi le personnage historique, mais peut-être pas très bien connu, pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'informations. En tout cas, le caractère volcanique de Benvenuto Cellini est dans le centre du roman. Bien sûr, il a créé le roman Les Trois, les 20 ans après. C'est la continuation de Trois Mousquetaires et Vicomte La suite. La suite, d'accord, de la suite. Et d'abord, Vicomte de Bragelonne. Les deux Diane est consacré à un personnage très intéressant, historique, Diane de Poitiers, qui était la maîtresse puissante de Henri II et était 20 ans plus âgée que son amant royal. On peut trouver toutes les variétés. En plus, Dumas était un grand gourmand. Il y a non loin de Paris, il y a son résidence qui s'appelle, bien sûr, c'est le roman emblématique, Le Comte Monte Cristo. C'est la grande histoire de la revanche, de la limite des revanches, l'image d'Edmond Dantès, et je pense que c'est un des chefs-d'œuvre d'Alexandre Dumas. En plus, il était un grand gourmand. Il est le livre cuisinier. Un grand cuisinier, en plus d'être un grand écrivain. Oui. Oui. Juste au début, tu as dit, je ne sais pas quel mot tu as utilisé, probablement, tu as parlé, il avait été accusé, je ne sais pas quoi, l'histoire. En français, misinterprétation. Non, alors ça marche pas en français. Ça. D'accord. On dirait, il a été accusé de travestir l'histoire. Non, peut-être, oui. Parce que en fait, c'est pas qu'il l'a interprété mal l'histoire, c'est qu'il l'a réinventé. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est une question très discutable puisque du moins je ne pense pas, du moins considéré comme une historienne. Il était un écrivain, une personne artistique qui écrit beaucoup de romans d'histoire. Bien sûr, il ne faut pas demander les faits très exacts. En plus, l'histoire est trop flexible de parler parfois de faits. En fait, c'est ce qu'on reproche de toute façon toujours aux romans historiques, c'est de travestir l'histoire, puisque par nature, un roman n'est pas un livre d'histoire, et donc va réinterpréter d'une certaine manière les faits historiques et va les transformer. Mais ça, en français, l'expression, c'est travestir l'histoire. Comme si on lui mettait un déguisement. Comme si on lui mettait un déguisement, en fait. Travestir l'histoire, oui. Ouais. Alors, que dire interpréter l'histoire dans la manière artistique Ça veut dire changer, en fait. La changer d'une certaine manière, en fait. Lui donner, en fait, une autre forme, en tout cas. Alors, je vous propose de regarder d'abord, comme d'habitude, la biographie d'Alexandre Dumas, et après, on va essayer de lire un petit peu ce roman. Enfin, on va commencer à lire ce roman aujourd'hui, et également vendredi. Alors, oui, si vous voulez lire, voilà, je vous donne la parole au fur et à mesure. Alors, je vous rappelle que c'est pas un atelier de lecture, que j'aurai pas forcément la possibilité, voilà, de donner la parole à tout le monde. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, que tout le monde puisse lire un petit peu. Mais voilà, en fonction des questions, en fonction des sujets de discussion, j'aurais pas forcément cette possibilité. Alors, on commence, j'ai pris dans l'ordre, je crois, avec Marion. Alexandre Dumas, appelé aussi Dumas père, pour le distinguer avec son fils et homonyme Alexandre Dumas fils.
né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. 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 Il est l'enfant d'un père général mulâtre, Thomas Alexandre David de la Pailletterie, dit Dumas, premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française et d'une mère aubergiste. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, le jeune Alexandre passe une enfance peu réjouissante. Il s'initie à la poésie, puis part s'installer à Paris dès 1822. Après être imprégné d'une certaine culture littéraire, Shakespeare, Walter Scott, il fréquente assidûment les théâtres parisiens. Dumas écrit et présente ensuite sa pièce Henri III et sa cour, drame historique, prééminence de la révolution romantique théâtrale. Alexandre Dumas connaît un succès grandissant avec les autres pièces qu'il rédige par la suite. Mais dilapidant son argent, il est contraint d'écrire des pièces médiocres, lassant le public. Dumas atteint l'apogée de sa gloire grâce au roman feuilleton. En mars 1844, il publie son coup d'essai Les Trois Mousquetaires. Les aventures des mousquetaires d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis deviennent immédiatement populaires, faisant grimper les ventes du journal Le Siècle dans lequel elles sont publiées. Ce roman popularise le genre du roman de cape et d'épée. Il consolide sa célébrité avec le Comte de Monte Cristo, lui aussi publié sous forme de roman feuilleton. Ces deux énormes succès ont été écrits avec la participation d'Auguste Maquet, nègre littéraire travaillant pour Dumas. Ces collaborations ont permis au très prolifique Dumas d'écrire un nombre impressionnant de livres. Grâce à ces aides, il enrichit à un rythme effréné sa bibliographie avec des drames et romans historiques comme La Reine Margot, Les 45, Mémoires d'un médecin. Ok. Est-ce que vous avez une question sur cette partie, un mot que vous ne connaîtriez pas? Oui, c'était... Juste ici, Marion, en fait, tu dis 1008, mais c'est 1008, on ne prononce pas le T. 1800, 1822, 1844. Coup d'essai. Un coup d'essai, ça veut dire un essai. C'était où? Le premier coup d'essai, peut-être, non? C'était où, Barbara? Coup C'était à la d'essai. fin? Je ne sais pas. Coup d'essai Non, de... il est avant les Trois Mousquetaires. Les mots avant. Oui, coup d'essai. Ah, son coup d'essai. En fait, un coup d'essai, ça veut dire son premier essai qui va devenir, en fait, le bon. Un coup d'essai. Je ne sais pas comment expliquer coup d'essai. C'est un essai qui va devenir je pense que ça veut dire ce qui va devenir une première action qui détermine ce qu'une personne est capable de faire. Merci. Un coup d'essai qui va devenir un coup de maître, en fait. C'est ça l'idée. Et dilapidant son argent, ça veut dire qu'il a gaspillé l'argent? Ouais. D'accord. Il l'a dépensé sans compter. Alors en fait, on vous dit Alexandre Dumas père, hein, parce que le fils a eu une carrière beaucoup moins, comment dire, florissante que le père. Il a été beaucoup moins, il a eu moins de succès. Il est surtout connu pour La Dame aux camélias, le fils. Il a écrit plus de théâtre, je crois, et il a eu un peu moins de succès que son père. Je pense que si La Dame aux camélias a inspiré Verdi de créer, je pense que la Dame de Dumas fils, la Dame aux camélias de Dumas fils a inspiré Giuseppe Verdi de créer la Traviata.
qui a inspiré à Verdi la Traviata. Ok. Je pense que Dumas fils, la Dame aux Camélies a inspiré. Oui, c'est Dumas fils. Oui, c'est ce que je disais. C'est le seul ouvrage connu, enfin très connu de Dumas fils. Ok, on continue. Lourdes? Bonjour. Bonjour. Qui est l'homme au masque de fer? Présent dans le roman Le Vicomte de Bragelonne, écrit par Dumas en 1847, l'homme au masque de fer n'est qu'un personnage secondaire, mais le mystère qui entoure l'identité secrète de cette personnalité va lui permettre de devenir le héros de nombreuses adaptations. Parmi les nombreuses identités attribuées au masque de fer, Là, il faut faire excuse-moi, la liaison. Nombreuses adaptations, nombreuses identités. Nombreuses adaptations, nombreuses identités attribuées au masque de fer. La plus répandue est celle du frère jumeau de Louis XIV. Cette hypothèse proposée par Voltaire est relayée par Alexandre Dumas, mais également par Marcel Pagnol dans l'essai de 1973 intitulé Le secret du masque de fer. Elle est relayée. Relayée, merci. D'autres conjectures font du prisonnier un noble de la cour de France, un valet, un amant de la reine, etc. Mais la seconde identité la plus populaire reste celle de Nicolas Fouquet. Ainsi, l'homme au masque de fer ne serait autre que le surintendant des finances de Louis XIV, tombé en disgrâce en 1661. En réalité, il n'existe que peu d'informations sur ces prisonniers dont personne ne devait voir le visage. Emprisonné sur les îles de l'Héran depuis au moins une dizaine d'années, il est transféré à la Bastille en 1699 où il décède en 1703. 1703. 1703, pardon. Et 1698. Ou 1698, comme tu veux. Ok. Vous savez, vous connaissez le château du surintendant des finances de Louis XIV? Vous les vicomtes, oui. Ouais. Vous les vicomtes, c'est un des plus belles qui osait la plus beau. Louis XIV. À visiter absolument si vous venez dans la région parisienne. Question sur cette partie? Non, tout est clair? Ok, sur cette partie, tout est clair. Vous connaissiez un petit peu cette légende? Excusez-moi s'il vous plaît, Sébastien, c'est intéressant qu'on a mentionné l'article de Marcel Pagnol, un autre écrivain bien connu. Je n'ai pas lu l'article, ça s'appelle Le secret de masque de fer, oui. Le secret du masque de fer. Okay. Du masque de fer, d'accord. Ah, ici, là, cet article-là, ok. Le secret. Ok. Macha, tu continues? La maison d'Alexandre Dumas, le fabuleux château de Monte Cristo. Alexandre Dumas, fortuné mais extrêmement dépensier, se fait construire un formidable château. En 1844, il acquit un ancien vignoble au port Marly et charge l'architecte Hippolyte Durand de lui construire le château du Monte Cristo. De Monte Cristo. Il passe également commande pour se faire construire ce qu'il surnomme le château d'If, un cabinet de travail dans lequel il peut écrire et s'isoler. Le fabuleux château est couvert de
louange Louange. louange par Honoré de Balzac est inauguré en juillet 1847, mais Alexandre Dumas est contraint de le mettre en vente dès 1848. Son théâtre ayant fait faillite suite à la Révolution de février, il doit trouver suffisamment d'argent pour rembourser ses créanciers. Il continue d'écrire de manière frénétique pendant des années. En 1870, il est victime d'un AVC. En septembre, le laissant à moitié paralysé, il décède à l'âge de 68 ans dans les alentours de Dieppe le 5 décembre 1870. Monstre sacré de la littérature française, Alexandre Dumas a eu deux fils, Alexandre Dumas fils et Henri Bauer. Tous deux deviennent écrivains comme leur père. Devenu. Devenus écrivains comme leur père. Et là, je ferai la liaison. Un AVC. Un accident. Ah, d'accord. Henri Bauer, je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit. J'ignore, je ne connais pas. Est-ce qu'ici, le reste, c'est clair ici, des questions? Louange, couvert de louange? Reconnaissance. Des paroles qui exaltent la beauté du château. Oui, c'est ça. Ouais. Des paroles reconnaissantes qui exaltent la beauté du château. Ouais. Des félicitations, en fait. Couvert, il le félicite pour la beauté de ce château. Le reste est clair ici? Un AVC, c'est quoi? Victime d'un AVC? Un accident vasculaire cérébral. Ah, d'accord. Merci. C'est ça, exactement. Accident vasculaire cérébral. Alors, je pense qu'on va pas lire le résumé parce qu'on le lira peut-être à la fin. On va plutôt commencer le roman directement. Alors, je vous le partage. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est le chapitre 1, le début du roman. Joanne. C'était le 10 juillet de l'an de grâce 1540, à 4 heures de relevée à Paris, dans l'enceinte de l'université, à l'entrée de l'église des Grands Augustins, près du bénitier, auprès de la porte. Il faut faire la liaison. Les grands Augustins. Des grands Augustins. D'accord. Un grand et beau jeune homme au teint brun, aux longs cheveux et aux grands yeux noirs, vêtu avec une simplicité pleine d'élégance et portant pour toute arme un petit poignard aux manches merveilleusement ciselées, était là debout. Et par pieuse humilité sans doute, n'avait pas bougé de cette place pendant tout le temps qu'avaient duré les vêpres. Le front courbé et dans l'attitude d'une dévote contemplation, il murmurait tout bas, je ne sais quelle parole, ses prières assurément, car il parlait si bas qu'il n'y avait que lui et Dieu qui pouvaient savoir ce qu'il disait. Mais cependant, comme l'office tirait à sa fin, il releva la tête et ses plus proches voisins purent entendre ces mots prononcés à demi-voix. Que ces moines français s'amaudissent abominablement. Ne pourrait-il mieux chanter devant elle? Qui doit être habitué à entendre chanter les anges? Ah, ce n'est point malheureux. Voici les verbes achevés. Mon Dieu, faites qu'aujourd'hui je sois plus heureux que dimanche dernier et qu'elle lève au moins les yeux sur moi. Psalmodie. Psalmodie. Merci. Alors, on a un début de roman classique. À l'époque, le début de roman répond à la question « Quand ?
qui? Donc, quand? Hein, dès le début, c'est le 10 juillet de l'an de grâce 1540. Hein. L'an de grâce, ça veut dire de l'année du Seigneur. Hein. Voilà. Hein, c'est comme si l'an de grâce, c'est des expressions, vous pouvez entendre l'an de l'incarnation, l'an de la rédemption. Voilà, dans les documents officiels, ça fait très officiel, ça fait un peu religieux et très officiel comme manière de commencer le roman. Hein. C'était le 10 juillet de l'an de grâce 1540. À 4 heures de relevé, hein, c'est très précis, on a relevé 4 heures hein, à Paris, comme si c'était presque une enquête, à 4 heures de relevé dans l'enceinte de l'université, à l'entrée de l'église des Grands Augustins, près du bénitier, auprès de la porte. Ça peut pas être plus précis. Vous avez vraiment une mise en abîme. Vous allez vraiment dans la direction du personnage. Vous commencez par Paris, dans l'université, à l'entrée de l'église, près du bénitier, auprès de la porte. Hein. Donc on a vraiment le quand où. C'est vraiment hyper précis. Et on sait même l'heure précise. Hein. Le quand, on a le jour et l'heure. Et l'endroit, on est vraiment à un endroit... C'est presque un GPS, hein, Alexandre Dumas, ici. Hein. On ne peut pas dire autrement. Et enfin, on a qui. Mais bon, ce qui, par contre, il va quand même nous laisser un petit peu de suspense. Il ne va pas nous dire exactement qui c'est tout de suite. Hein. Ça va arriver petit à petit. Donc, un grand et beau jeune homme au teint brun. Ici, au niveau du vocabulaire, alors, tac, on a peut-être ciselé, il a un petit poignard aux manches merveilleusement ciselé. Donc on apprend que notre personnage, il est grand, il est jeune, il est beau, c'est le héros, il est brun, aux longs cheveux, aux grands yeux noirs, et vêtu avec une simplicité pleine d'élégance, et il porte une arme quand même, il a une petite arme. Un ciselé, ça veut dire que le manche est taillé avec soin. Il était là, taillé avec soin, ça veut dire que c'est bien taillé, taillé. Il n'avait pas bougé de cette place, ok. Les vêpres, ça va pour tout le monde, les vêpres? Non, personne? Ce sont C'est des comme une chansons. cérémonie religieuse. Oui. Une messe. Oui, c'est ça. La messe du soir, hein, la cérémonie religieuse du soir. Dans l'attitude d'une dévote contemplation, dévote? Dévoué. Alors, Quelqu'un religieux? Ouais, c'est ça, pieux, hein, c'est comme le mot pieux, dévot pieux, qui respecte la religion, qui est très respectueux de la religion. Et après, je crois que le reste, ça devrait aller. L'office, hein, l'office, c'est l'office de la messe, hein, c'est la messe tirait à sa fin, donc la messe approchait de sa fin. Que ces moines français, oui. Psalmodien. Alors, Psalmodien. Psalmodier. Psalmodier. Ça veut dire ou chanter les psaumes de la Bible, réciter les psaumes d'une manière, soit en les prononçant, soit en les chantant. Et donc, que ces moines français, donc on peut imaginer que notre personnage n'est pas français. Vous voyez, il vous donne des indices petit à petit. Hein. Il vous a dit qu'il était jeune, beau, grand, qu'il était habillé, qu'il était pieux. Et là, on vous dit, il ne doit pas être français parce qu'il est en train de critiquer les moines français. Donc, a priori, il ne doit pas vraiment être français. Elle, on ne sait pas qui c'est. On verra, je crois, un peu plus tard. Hein. Elle, avec un E majuscule. Elle doit être habituée à entendre chanter les anges. Voilà. Le reste, ça va? Donc, on va découvrir en fait qui est ce personnage petit à petit. Hein. Bon, là, pour le moment, vous avez un indice, il n'est pas français. Puisqu'il critique les moines français qui chantent très très mal et qui récitent très très mal les psaumes. On continue, Natalia? Cette dernière prière n'est véritablement point maladroite, car si celle à qui elle est adressée lève les yeux sur celui qui la lui adresse, elle apercevra le plus adorable tête d'adolescent qu'elle ait jamais rêvé en lisant ces belles fables mythologiques, si fort à la mode à cette époque. Grâce aux belles poésies
de Maître Marot et dans lesquels sont racontés les amours de Psyché et la mort de Narcisse. En effet, et comme nous l'avons dit, sous son costume simple et de couleur sombre, le jeune homme que nous venons de mettre en scène est d'une beauté remarquable et d'une élégance suprême. Il est en outre dans le sourire une douceur et une grâce infinie, et son regard, qui n'ose pas encore être hardi, et du moins le plus passionné que puissent lancer deux grands yeux de 18 ans. Cependant, au bruit des chaises qui annoncent la fin de l'office, notre amoureux, car lequel parole qu'il a prononcé, le lecteur a pu reconnaître qu'il avait droit à ce titre. Notre amoureux, dis-je, se retira un peu à l'écart et regarda passer la foule qui s'écoulait en silence et qui se composait de graves marguillières, de respectables matrones devenues discrètes et de fillettes avenantes. Mais ce n'était pas pour tout cela que le beau jeune homme était venu, car son regard ne s'anima, car il ne s'avança avec empressement que lorsqu'il vit s'approcher une jeune fille vêtue de blanc qui accompagnait une duègne, mais une duègne de bonne maison, et qui paraissait savoir son monde, une duègne assez jeune, assez réjouie et d'aspect peu barbare. Ma foi, que ces deux dames s'approchèrent du bénitier. Notre jeune homme prit de l'eau bénite et leur en présenta galamment. Marguillier, je vais vérifier la prononciation parce que c'est un mot que je ne connaissais pas. Marguillier. Okay. Marguillier. Alors, je reviens au début. Cette dernière prière. Alors, vous avez vu que le narrateur s'adresse à nous. Ici, on a ce qu'on appelle, en fait, c'est l'auteur. Le narrateur est l'auteur ici. Il sait absolument tout ce qui se passe. Et en fait, il s'adresse directement à nous. Ok. Il nous dit, et il s'adresse à l'auteur. Il dit carrément, alors il commence à dire, car si celle à qui elle est adressée lève les yeux sur celui qui la lui adresse, elle apercevra la plus belle tête d'adolescent, hein, et après, il dit, en effet, et comme nous l'avons dit, il s'adresse vraiment directement au lecteur, hein, comme nous l'avons dit. Il dit, comme nous l'avons dit avant dans le récit. En fait, le nous, c'est moi, hein, c'est le narrateur. Hein, donc, il s'adresse directement au lecteur ici. Alors, il vous dit, il vous parle de, donc, il continue à décrire Ascanio comme un être absolument merveilleux, magnifique, la plus adorable tête d'adolescent qu'elle ait jamais rêvée. Pourquoi est-ce qu'il y a un subjonctif ici? Vous vous souvenez de cette règle? La plus. Les superlatifs. Oui. Ouais, c'est ça, hein, c'est à cause de la plus, hein, superlatif, effectivement. La plus adorable tête qu'elle ait jamais rêvée en lisant ces fables mythologiques si fort à la mode à cette époque. Et donc c'est un personnage qui sort de la mythologie. Il est tellement beau qu'il sort de la mythologie, sort des poèmes de Clément Marot. Hein, donc il cite Marot, le poète. Ensuite, il parle des amours de Psyché et la mort de Narcisse. Donc il parle de fables mythologiques. Il associe en fait son personnage à un espèce de héros mythologique, un héros de la romantique de la poésie. Enfin, romantique. À l'époque, on ne pouvait pas encore parler... Si, Dumas, on peut parler de romantisme, ça commence. Et donc ici, vous voyez encore l'auteur, le jeune homme que nous venons de mettre en scène. L'auteur s'adresse directement, ou le narrateur s'adresse directement au lecteur.
Et il insiste, beauté remarquable, élégance suprême. Alors, je crois qu'on peut pas faire mieux en termes de, de beauté. Il est beau, il est remarquable, il ressemble à Psyché et à Narcisse. Elle peut l'imaginer. Il sort des fables mythologiques, des poèmes de Clément Marot, etc. Il a en outre, hein, ça veut dire en plus de tout ça, il a une douceur et une grâce infinie. Alors, vraiment, là, on insiste, suprême, infini, etc. Et son regard qui n'ose pas encore être hardi. Là, le hardi, vous comprenez? Audacieux. Oui, c'est ça. Il n'ose pas vraiment la regarder, puisqu'il est amoureux de cette femme, dont ce grand L, ce L majuscule, hein, mais il est du moins le plus passionné que puisse lancer deux grands yeux de 18 ans. Donc maintenant, on a son âge. Hein, on a des informations au fur et à mesure, maintenant on a son âge. Et là, donc, vous voyez, maintenant, il nous a inclus vraiment dans le récit, notre amoureux. Hein, c'est plus le jeune homme, c'est notre amoureux. Il a vraiment inclus le lecteur dans le roman. Hein, il vous invite vraiment à participer à cette histoire, notre amoureux. Car aux quelques paroles qu'il a prononcées, et là, il s'adresse directement à vous, le lecteur a pu reconnaître qu'il avait le droit à ce titre. En fait, il vous dit même ce que vous devez penser, hein. Il vous oblige un petit peu à le suivre dans sa, comment dire, dans son raisonnement. Vous êtes obligé, voilà, d'acquiescer à ce que pense le narrateur. Il se retira un peu à l'écart. Okay. Alors, de Grave Marguillier, alors, j'avais cherché, c'est des membres du conseil de la paroisse, ou c'est les personnes qui sont aussi chargées de la garde et de l'entretien d'une église. Donc, c'est les personnes qui sont dans l'église. Les respectables matrones devenues discrètes. Les matrones, bon, c'est les femmes d'un certain âge, hein, qui sont un peu imposantes. Et les fillettes avenantes. Non? Quelque chose d'avenant, c'est quelque chose d'agréable, d'aimable. Joli, ouais, ça pourrait être joli, hein, qui sont attirantes. Mais ce n'était pas tout pour cela mais ce n'était pas pour cela que le jeune homme était venu. Il est là pour elle, avec le L majuscule. Lorsqu'il vit, donc la voilà, la fameuse Elle, une jeune fille vêtue de blanc, qui accompagnait une duègne. Qu'est-ce que c'est qu'une duègne? Gouvernante ou chaperon? Ouais, c'est celle qui est chargée de surveiller la jeune femme. Parce que c'est une dame, je pense que le mot d'origine Espagne, et d'habitude c'est une dame qui accompagne une jeune fille de la famille aristocratique. Oui, et qui la surveille aussi. Oui. Alors, souvent, ce mot a pris souvent, on verra parce qu'on lira aussi le mariage de Figaro, et ce mot a pris une connotation péjorative. Hein. En général, c'est la vieille femme qui n'est pas mariée, qui s'occupe effectivement de la jeune fille et qui est un peu aigrie. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ici, je pense qu'il précise, mais une duègne de bonne maison et qui paraissait savoir son monde, assez jeune, assez réjoui et d'aspect peu barbare, ma foi. Ma foi, on a l'impression qu'il est un peu étonné parce que normalement, ces femmes, elles sont pas, voilà, c'est un peu connoté négativement, ce mot. Et là, il dit que finalement, elle a un peu tout le contraire. Je pense que barbare ici, ça veut dire qu'elle est pas, elle fait pas peur en fait. Elle a pas l'air inculte, elle a pas l'air grossière, elle a l'air plutôt agréable. Quand ces deux dames s'approchèrent donc du bénitier, l'endroit donc où on va chercher l'eau bénite, notre jeune homme prit de l'eau et leur en présenta avec galanterie. Donc en plus, il est beau, il est magnifique et il est galant. Autre qualité. Le reste, ça va ici? C'est clair? Ok, on continue. Gisèle? Pour moi, oui. Désolée Sébastien, c'est pas très clair pour moi. Peut-être comment est-ce qu'il a pris de l'eau et leur en présenta galamment. Je ne peux pas imaginer. J'imagine avec dans ses mains comme ça. Ben, je vois pas autrement. Moi non plus, j'avoue que là, moi non plus, mais je le trouve un peu bizarre. Mais je ne sais pas parce que je suis pas catholique, donc je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est normal de prendre de l'eau et donner cette eau à quelqu'un d'autre?
Non, je sais, Lourdes, elle dit non. Lourdes, elle dit non, moi je suis pas spécialisée, mais normalement, l'eau bénite, c'est quand on rentre dans l'église pour faire la prière, hein, c'est juste ça. Oui, d'accord. Mais je pense qu'on n'en donne pas aux autres. Peut-être qu'à cette époque, c'était une tradition. Ah oui, peut-être. Peut-être. Merci. Peut-être parce que peut-être qu'il l'explique après, non, je sais pas. Ah oui, peut-être. Je me rappelle plus, je l'ai lu. Ils en parlent encore après, on va regarder. Mais je me dis, c'est peut-être aussi pour leur éviter d'aller la chercher, j'en sais rien, je sais pas. Ah oui, Parce que peut-être elles font juste ça en fait, et puis voilà, je sais pas. Ah oui, d'accord, merci. Gisèle. La douane fit les plus gracieux de sourire. La plus reconnaissante de révérence toucha les doigts du jeune homme et, à son grand désappointement, offrit elle-même à sa compagne cette eau bénite de secondement, laquelle compagne, malgré la fervente prière dont elle avait été l'objet quelques minutes auparavant, tant constamment ses yeux baissés, preuve qu'elle savait que le beau jeune homme était là, si bien que lorsqu'elle se fut éloignée, le beau jeune homme frappa du pied en murmurant « Allons, elle ne m'a pas encore vu cette fois-ci. » Preuve que le beau jeune homme, ainsi que nous croyons l'avoir dit, n'avait guère plus de 18 ans. N'avait guère plus de 18 ans. N'avait guère plus de 18 ans. Mais les premiers moments de dépit passés, notre inconnu se hâte de descendre les marches. Hâta de descendre les marches de l'église. Et voyant qu'après avoir abaissé son voile et donné les bras à sa suivante, la jolie distraite avait pris à droite. Il se hâta de prendre à droite, en remarquant d'ailleurs que c'était précisément son chemin. La jeune fille suivit les quais jusqu'au point. Suivit le quai. Suivit les quais jusqu'au pont Saint-Michel et prit les ponts Saint-Michel. C'était encore le chemin de notre inconnu. Elle traversa ensuite la rue de la Barillerie et les ponts. Barillerie et les ponts au change. Or, comme c'était toujours le chemin de notre inconnu l'a suivi comme son ombre. Ok. Donc, du coup, Émilie, tu as la réponse, en fait. C'était une astuce pour qu'elle lui touche les mains. Je pense que la même chose on peut trouver dans les Trois Mousquetaires. C'était le béni. Il y a la même scène. Pour flirter, oui, tout à fait. Ah, d'accord, c'est une astuce pour flirter, ok. Dans une église. C'est pas très joli tout ça. Donc la duègne lui fit le plus gracieux des sourires, la plus reconnaissante, une révérence quand on se baisse pour saluer quelqu'un, toucha les doigts du jeune homme et donc à son grand désappointement, il est un peu désappointé, il est complètement déçu, désappointé, puisque lui, il voulait que ce soit la jeune femme qui touche ses mains et pas la duègne. Elle offrit elle-même à sa compagne cette eau bénite de seconde main. Et là, je pense qu'il y a un peu d'humour. De seconde main, ça veut dire d'occasion. Mais en même temps, là, elle passe entre deux mains. Laquelle compagne, malgré la fervente prière dont elle avait été l'objet, tint constamment ses yeux baissés. Preuve qu'elle savait que le jeune homme était là. Ici, je pense que le reste, ça doit aller. Une question ? Il se hâta, il se dépêcha. Se hâter, ça veut dire se dépêcher. Donc là, on l'a plusieurs fois, se hâter. Le premier moment de dépit passé, donc c'est le désappointement, la déception, le dépit, parce qu'elle lui a pas touché les mains. Et après, oui. Tient constamment ses yeux. C'est où? Les premières, oui, c'est paragraphe. Auparavant, malgré l'objet quelques minutes auparavant,
tend constamment ses yeux. Oui, oui, oui. Ah, c'est le verbe tenir au passé simple. Ah, Elle garde, ça veut dire elle garde les yeux baissés. Elle garde les yeux baissés. merci. Elle le regarde pas en fait. Le reste, ça va pour tout le monde? Donc il la suit comme son ombre. Comme par hasard, il prend le même chemin. Sandra. Regardez comme elle est jolie cette phrase. L'ombre de toute jolie fille, c'est un amoureux. Mais hélas, à la hauteur de Grand Châtelet, ce bel astre dont notre inconnu s'était fait le satellite, Le satellite. Non, ça, il faut prononcer comme si c'était et satellite. Ah bon, satellite, merci. Voilà. Satellite. S'éclipsa subitement. Le guichet de la prison royale s'ouvrit comme de lui-même aussitôt que le duègne y eut frappé et se referma aussitôt. Le jeune homme demeura interdit un instant, mais comme c'était un garçon fort décidé, quand il n'y avait pas là une jolie fille pour lui ôter sa résolution, il eut bientôt pris son parti. Un sergent d'armes, la pique sur l'épaule, se promenait gravement devant la porte de Châtelet. Notre jeune inconnu fit comme cette digne sentinelle et après s'être éloigné à quelque distance pour ne pas être remarqué, mais non pas assez loin pour perdre la porte de vue. Il commença héroïquement sa faction amoureuse. Si le lecteur a monté une faction quelconque dans sa vie, il a dû me remarquer qu'un des moyens les plus sûrs d'abréger cet exercice et de se parler à soi-même. Or, sans doute, notre jeune homme était habitué aux factions, car à peine avait-il commencé la sienne qu'il s'adressa le monologue suivant. Ok, parfait. Alors, il recommence avec le lecteur. Vous avez vu. Il compare en fait cette jeune fille, c'est très romantique, à un astre dans le ciel. Hein. Et les satellites, vous savez, les satellites qui sont autour des planètes, qui tournent autour des planètes. Hein. Donc lui, s'était fait le satellite de cette étoile, en fait, de cet astre, en fait, puisqu'il tourne autour d'elle. Et donc l'astre s'éclipsa, disparut subitement. Le guichet de la prison royale, donc elle arrive à la prison royale et elle rentre à l'intérieur avec la femme qui l'accompagne. Demeura interdit, vous comprenez cette expression? Le jeune homme demeura interdit. Ça fait partie, je vous ai dit en français, on a un nombre de mots incalculable pour dire. Olga, oui? Je pense qu'il n'est pas donné la permission d'entrer. Non, rester interdit, demeurer interdit, c'est un peu littéraire, ça veut dire rester étonné, ébahi. En fait, il est resté bouche bée, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était un garçon fort décidé quand il n'y avait plus là une jolie fille pour lui ôter sa résolution. En fait, la jolie fille, elle lui enlève toute sa raison, mais quand la jolie fille s'en va, il eut bientôt pris son parti. Ça veut dire prendre son parti de quelque chose, ça veut dire accepter ce qu'on ne peut pas empêcher, se résigner. Hein. Bon, je peux pas rentrer, j'accepte. Je prends mon parti. Ça veut dire, j'en prends mon parti, ça veut dire j'accepte la situation, je peux pas rentrer. Donc il faut que je trouve une autre situation. Il faut que je trouve autre chose, pardon. C'est ça, en prendre son parti. Et ôter sa résolution, tu peux parler pour de lui ça, enlever. Oui, enlever. Oui, ôter, c'est enlever. Oui. Okay. Enlever en fait sa résolution quand il a décidé quelque chose. Par exemple, il a décidé de faire quelque chose. S'il voit passer une jeune fille, il n'a plus aucune résolution. La jeune fille lui enlève en fait. Il était par exemple en train de penser ça ne vaut plus la peine de rester.
Non, non, ici, c'était un garçon fort décidé. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est décidé. Quand il a décidé de faire quelque chose, il le fait. Sauf quand il y a une jolie jeune fille qui passe par là, elle lui enlève toute tout ce qu'il avait décidé de faire, sa résolution. Voilà. Ok, merci. C'est cette idée. Un sergent d'armes la pique sur l'épaule. La pique, c'est l'arme. Hein. C'est une arme à l'époque. Hein. Une lance ou oui, une lance. Se promenait gravement devant la porte du Châtelet. Donc, c'est le soldat qui surveille. Et il fait ce qu'on appelle je pense, sentinelle. Hein. Donc, sentinelle, c'est la personne qui surveille. Hein. La personne qui passe devant la porte et qui surveille le surveillant, qui empêche le jeune homme de rentrer. Et en fait, il compare les deux. Il est en faction. En faction, ça veut dire il surveille. Donc, il est là en train de surveiller. On dit être en faction. Hein, ça veut dire en fait surveiller un endroit, surveiller un lieu déterminé. Donc il fait une comparaison entre ce sentinelle qui est en train de surveiller la porte et lui-même, le héros, il va faire ce qu'on appelle une faction amoureuse, c'est-à-dire il va veiller la porte en attendant que la jeune fille sorte. Et c'est pour ça que là, il y a un peu d'humour. Si le lecteur a monté une faction quelconque, parce qu'on peut dire effectivement, je pense, monter une faction. J'ai trouvé dans le dictionnaire monter, prendre une faction, relever de faction, donc il y a plusieurs définitions. Monter une faction, donc ça veut dire garder un lieu quelconque dans sa vie. Il a dû remarquer qu'un des moyens les plus sûrs d'abréger cet exercice, c'est de se parler à soi-même. C'est-à-dire en fait, comme il est là à attendre devant une porte, la meilleure chose à faire, c'est de se parler. Et notre jeune homme, il est très habitué aux factions. Il est si habitué qu'à peine il a commencé la sienne, il sait qu'il peut se parler à lui-même et donc il s'adresse le monologue suivant. Le reste est clair ici? Ok. Olga, on continue? Le monologue? D'accord. Ce n'est point là sûrement qu'elle demeure ce matin après la messe et ces 2 derniers dimanches où je n'osais suivre que des yeux, niais que j'étais. Il ne prenait pas le quai à droite, mais à gauche, et du côté de la porte de Nessel et de Préauclair. De Nel. Et que diable vient-elle faire au Châtelet? Voyons. Visiter un prisonnier peut-être, son frère probablement. Pauvre jeune fille, elle doit bien souffrir alors, car sans doute, elle est aussi bonne qu'elle est belle. Par Dieu, j'ai grande envie de l'aborder, moi, et de lui demander franchement ce qu'il en est, et de lui offrir mes services. Si c'est son frère, je confie la chose au patron, et je lui demande conseil. Quand on s'est évadé du château Saint-Ange, comme lui, on sait de quelle manière... Saint-Ange, comme lui, on sait de quelle manière on sort de prison. C'est donc dit, je sauve le frère. Après un pareil service à lui rendu, le frère devient mon ami, et à la vie, à la mort. Il me demande à son tour ce qu'il peut faire pour moi, étant fait pour lui. Je lui avoue que j'aime sa sœur. Il me présente à elle, je tombe à ses genoux, et nous verrons bien alors si elle ne lève pas les yeux. Une fois lancé sur une pareille voie, on comprend combien l'esprit d'un amoureux fait de chemin sans s'arrêter. Aussi notre jeune homme fut-il tout étonné d'attendre sonner 4 heures et de voir relever la sentinelle. Fut-il tout étonné d'entendre? Tout étonné d'entendre. Sonner 4 heures. T'as dit 4 heures, hein. 4 heures. 4 heures. 4 heures. Non, il n'y a pas de S. 4 heures. 4 heures. Alors, il est en train de se monter un film, hein, comme on dit. Il est en train de s'inventer toute une histoire. Hein. Donc, que diable vient-elle faire au Châtelet, hein? Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans une prison? C'est son frère, probablement. Il invente. Il se plaît à imaginer ce que ça peut être. Elle est sans doute aussi bonne qu'elle est belle. Par Dieu. Hein. Par Dieu, c'est un juron. Hein. C'est comme, il a dit que diable, par Dieu. J'ai grande envie de l'aborder, hein, donc de lui parler, de lui offrir mes services. Et ici, on ne sait pas. Alors là, il nous donne un autre indice. Petit à petit, on découvre ce personnage. Je confie la chose au patron. On ne sait pas qui est le patron. Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait même pas d'ailleurs comment s'appelle le jeune homme.
Quand on s'est évadé du château Saint-Ange, comme lui, on sait de quelle manière on sort de prison. Donc, il nous donne une indication sur son patron. Et donc, là, on a peut-être un indice sur la nationalité du personnage, puisque vous savez où est le château Saint-Ange. Oui, bien sûr, c'est à l'Italie. C'est une de forteresse bien fortifiée. Et Benvenuto Cellini, avec son caractère volcanique, a aménagé de fuir de cette prison, de ce château. Ok. C'est donc dit, je sauve le frère. Après un pareil cerf. Donc il imagine qu'il va sauver le frère, il ne sait même pas s'il y a un frère. Hein. Le frère devient mon ami à la vie, à la mort, je le sauve. Il me demande à son tour ce qu'il peut faire pour moi, et voilà, et il me donne sa sœur en mariage. Il a arrangé toute l'histoire un petit peu à sa sauce, comme on dit. Ensuite, il fut utile tout étonné d'entendre sonner 4 heures, ok. Relever la sentinelle, ça veut dire que le garde change. Hein. La sentinelle va être remplacée par une autre personne. Le nouveau sergent commença alors sa faction. Le jeune homme reprit la sienne. Ok. Le reste, ça va ici? On continue, Barbara? Aussi, notre jeune homme fut-il tout étonné. Le nouveau sergent commença sa faction et le jeune homme reprit la sienne. Le moyen lui avait trop bien réussi pour ne pas continuer d'en faire usage. Aussi reprit-il sur un texte non moins fécond que le premier. Qu'elle est belle, quelle grâce dans ses gestes, quelle pudeur dans ses mouvements, quelle pureté dans ses lignes. Il n'y a dans le monde entier que le grand Léonard de Vinci. Alors, soit tu le dis comme en français, soit tu le lis comme en français, Vinci, soit Vinci comme en italien, comme tu veux. Ok. Ou le divin Raphaël, qui eussent été digne de reproduire l'image de cette blanche et chaste créature. Encore eût-il fallu que ce fût au plus beau de leur talent. Oh, que je ne suis peintre, mon Dieu, au lieu d'être ciseleur, statuaire, émailleur, orfèvre. Émailleur, orfèvre. Si j'étais peintre, d'abord, je n'aurais pas besoin de l'avoir devant les yeux pour faire son portrait. Je verrais sans cesse ses grands yeux bleus, ses beaux cheveux blonds, son teint si blanc, sa taille si fine. Si j'étais peintre, je la mettrais dans tous mes tableaux, comme faisait Sanzio pour la Fornarine et André del Sarto pour la Lucrèce. Et quelle différence entre elle et la Fornarine, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre ne sont dignes de dénouer les cordons de ses souliers. D'abord, la Fornarine. Le jeune homme n'était pas au bout de ses comparaisons, tout à l'avantage, comme on le comprend bien, de sa maîtresse. Lorsque l'heure sonna, on releva la seconde sentinelle. Ok. Alors, on en sait un peu plus sur le personnage, ça y est. Le nouveau sergent commença sa faction. Fécond. Vous savez ce que ça veut dire? Fertile. Oui, hein. Le texte est non moins fécond que le premier, ça veut dire que son deuxième monologue est aussi important que le premier. Quelle belle, bon alors là, elle est aussi belle qu'il n'y a dans le monde entier que Léonard de Vinci et le divin Raphaël qui eussent été dignes de reproduire l'image. Tout à l'heure, on avait des superlatifs pour parler du personnage principal. Maintenant, lui, il parle de cette femme de la même manière. Hein. C'est la plus belle. Il n'y a que des peintres comme Léonard de Vinci et Raphaël qui peuvent reproduire l'image de cette femme au plus beau de leur talent. Encore eût-il fallu, non seulement il faut que ce soit eux, mais encore eût-il fallu que ce fût au plus beau de leur talent. Ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment
un moment où ils sont vraiment dans leur plus beau tableau, en fait. Il faut pas que ce soit leur premier tableau ou un tableau pas trop réussi. Il faut que ce soit le plus beau des tableaux, des plus grands des maîtres. On est vraiment dans le superlatif. Que ne suis-je peintre? Donc il n'est pas peintre, mais il est ciseleur, statuaire, émailleur, orfèvre. Donc ciseleur, il travaille avec ces fameux, on a parlé au début de ciseler, hein. Son arme, elle était ciselée. Donc on peut penser que c'est lui-même qui a ciselé le manche de son arme. Statuaire, qui fait des statues, hein. Émailleur, Qui fait l'émail, qui travaille dans le domaine de la miniature émaillée. Qui crée, ok. Et orfèvre, les bijoux. Ouais, okay. Les bijoux. Hein, si j'étais peintre, je n'aurais pas besoin de l'avoir devant les yeux pour faire son portrait. Ok, il est romantique, hein, il la connaît par cœur. Voilà. Et donc après, il la détaille. Comme faisait... Alors, on en sait un peu plus aussi, puisqu'on a compris qu'il était italien, comme faisait Sanzio. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je pense qu'il y a deux prononciations de Raphaël Santi ou Raphaël Sanzio. Ça dépend de la prononciation, Sébastien, je ne sais pas. Dans les translittérations, j'ai rencontré comme Raphaël Santi, le nom familial, mais toujours les Italiens se prononcent aussi que Sanzio. Oui, moi je pensais en italien, Sanzio. Oui, Sanzio, oui. Ok. Oui. Simona, oui. Et André del Sarto pour la Lucrèce, donc le nom de la femme du peintre italien Andrea del Sarto, qui a fait, j'avais cherché Lucrezia del Fede. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle différence entre elle et la Fornarine? Et Fornarine, je ne sais plus. Ah si, Fornarine, c'est une. Ah, excusez-moi, Sébastien, mais Fornarine, c'est la maîtresse au modèle de Raphaël. Elle est bien connue. Il y a beaucoup de portraits de Raphaël où on utilise l'image de Fornarine. Je pense que c'est comme un pseudonyme, nickname. N'est-ce pas, Simone? Je ne me rappelle pas le vrai nom de Fornarine, mais c'est la fille de Banger, quelque chose, Fornarina. Désolée, oui, Fornarina, mais désolée, là, je ne connais pas. La prononciation, oui, Fornarina. C'est soit modèle ou maîtresse de Raphaël. Oui, c'est une peinture exécutée, j'ai cherché entre 1518 et 1519, attribuée à l'artiste Raphaël, effectivement, et c'est le portrait, ça s'appelle le portrait d'une jeune femme en français, la Fornarina. Ni l'une ni l'autre ne sont dignes de dénouer les cordons de ses souliers. Là, c'est un peu fort. Même pas de dénouer les lacets de ses chaussures, hein, de ses souliers. On dirait aujourd'hui les lacets de ses chaussures. Ok. Le reste est clair ici? Alors, hop, oui, à la prochaine, ok. On a fini pour aujourd'hui. On prendra la suite vendredi si vous êtes disponible à midi. On continuera la lecture de cette partie. Alors, si vous n'êtes pas là mercredi, exceptionnellement, d'habitude, vendredi, j'enregistre qu'une seule fois les semaines où on fait le roman, mais comme là, c'est suivi, je vais enregistrer les deux parties. Comme ça, vous pourrez voir les deux parties, ok? Si vous ne pouvez pas venir vendredi à midi. Puisqu'en fait, là, on va continuer la lecture de cette partie. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le roman? Permettez-moi, Sébastien, si c'est possible, je pense que c'est typique pour les auteurs du 19e siècle d'abord de donner la description longue. C'est comme Théophile Gautier dans son burlesque Capitaine Fracasse. La même chose, je pense qu'après, le roman devient le plus burlesque dans la relation de Benvenuto de Cellini et François Ier ou Madame d'Étampes, la puissante maîtresse de... Oui, je pense que d'abord, il faut lire et faire connaissance avec tous les détails intéressants qui nous donnent beaucoup d'informations de l'époque de la Renaissance, de l'époque médiévale, de l'époque de la Renaissance. Après, à mon avis, le roman devient comme une burlesque dynamique. Après, il est plein de relations compliquées.
intrigues politiques et d'autres, et aussi beaucoup d'informations de cette époque-là. Ah, mais moi, je trouve qu'il est dynamique dès le début. Parce que c'est assez humoristique le fait de faire appel au lecteur, le fait de dire le lecteur pensera ça, l'exagération autour des personnages qui sont, on a l'impression que c'est deux divinités qui sont sur Terre. Alors effectivement, je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas tout le côté péripétie qui arrive effectivement peut-être un peu plus loin dans le roman, mais il y a déjà dès le début un côté un peu fantasque, je dirais un peu exagéré. Quelqu'un veut dire autre chose? Je pense le plus drôle, c'est la possibilité comment Cellini, comment Benvenuto Cellini, leur connu sculpteur, a décidé de fuir le Saint-Ange mentionné, le reste, la prison des Saint-Ange. C'est le dialogue avec Kathleen responsable pour ça. C'est vraiment plein de l'humour, plein très humoristique et décrit dans la manière très humoristique. D'une manière très humoristique. Ok. Très humoristique. Ouais. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Quelqu'un d'autre? Non? Ok. On se retrouve donc vendredi.